Alors, pour cette capsule-ci, on va traiter des sections 3.5, 3.6 et 3.7 du manuel qui traitent en fait des interférences des ondes sonores et de certaines de leurs conséquences. Or, je vais constamment naviguer entre la caméra, les diapos PowerPoint et le manuel. Alors, je commence immédiatement en allant regarder, on va se concentrer sur la diapo. Or, il s'agit ici d'un rappel de ce qu'on a déjà vu en classe aux dernières périodes. On a ici une représentation d'un front d'onde qui est en train de s'éloigner d'une source. Les lignes en bleu représentent les maximums de l'onde, les lignes pointillées un minimum, et entre les deux, ben, il y a évidemment des zéros, et cette onde-là s'éloigne. Pour l'interférence, on a montré que si on a deux sources, chacune des sources déploie ses fronts d'onde, et à certains endroits, on va avoir la rencontre entre le maximum d'une onde et le minimum d'une autre, et l'interférence donnerait ici une interférence destructive, ça donnerait zéro. Dans d'autres cas, on aura la rencontre, la superposition d'un maximum d'une onde, l'onde 1, avec le maximum de l'onde numéro 2, et ça donnerait une interférence constructive. On a déjà développé au chapitre 2 que pour avoir une interférence constructive, il fallait que la différence de phase entre les deux ondes soit un nombre pair de fois pi. Ça, c'est dans le monde des radians. Dans le monde des distances, ben, ça correspondrait à un nombre entier de fois lambda, la longueur d'onde. Pour l'interférence destructive, il s'agit d'un nombre impair de fois pi dans le monde des radians, et ça correspondrait ici à m plus une demi longueur d'onde. En classe, on avait traité de l'exemple 3.5, que je ne referai pas, mais on se rappelle que ce qu'on fait, c'est on additionne deux ondes, chacune avec son sinus, et en utilisant une identité trigonométrique, on retrouve une onde qui continue à vibrer à la fréquence oméga, mais son amplitude maximale est multipliée par un cosinus qui peut prendre toutes les valeurs entre plus 1, moins 1 et en passant même par 0. Ce cosinus-là, sa phase, son argument, est relié à des contraintes géométriques, les différences essentiellement de distance entre le trajet du faisceau 2 et le trajet du faisceau 1, plus évidemment les différences de constantes de phase à l'origine. On va aller regarder ensemble un exercice qu'on n'a pas fait en classe, mais qu'on aurait dû faire, qui est l'exercice 36. Je vais passer au manuel, qu'on nous lisions ensemble cet exercice-là. Le voici. Dans un liquide où la vitesse du son est inconnue, on place un microphone dans deux dispositifs sonores qui oscillent à 32,50 kHz. On place le microphone à un endroit, une position initiale, où se trouve un minimum d'intensité, donc un zéro d'intensité, et on va déplacer le microphone. On va donc déplacer le microphone à partir de la position 1, on va le déplacer sur une distance de 19,13 cm, et pendant ce déplacement-là, le microphone va enregistrer 6 maximum, 6 déplacements et 6 minimum d'intensité. Et la question est, quel est le module de la vitesse du son dans ce milieu? Alors, on va revenir à notre PowerPoint. Or, j'ai ici une représentation de ce qui se passe. Le microphone est d'abord au point 0. On va le déplacer sur 19,13 cm. Et pendant ce temps-là, il va voir son intensité passer par un maximum, un minimum, max, min. Pour passer d'un minimum au prochain minimum, il faudra que le microphone se soit déplacé d'une pleine longueur d'onde. Or, si on voit ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 minima, comme le dit l'exercice. On a donc une distance de 6 longueurs d'onde.
On nous demande de calculer la vitesse. On va utiliser notre équation, notre formule de base pour les vitesses, qui est la fréquence fois la longueur d'onde. La fréquence, on la connaît déjà, c'est 32,50 kHz. Il faut donc qu'on calcule la longueur d'onde. Mais ici, on a un déplacement de 19,13 cm, qui est le delta R, qui, comparé à la longueur d'onde, fois 2π, correspond à 6 fois le cadran de phase. Les 2π s'annulent et on a donc delta R sur lambda égale 6, ce qui nous permet de calculer lambda, c'est le 19,13 cm divisé par 6, donc lambda, la longueur d'onde, est de 31,88 mm et la vitesse est de 1036 mètres par seconde. Donc, l'idée principale, pour passer d'un minimum au prochain, il aura fallu que le microphone se déplace d'une pleine longueur d'onde. Et ensuite, on applique nos formules de base. Ceci termine la section 3.5. On va aller regarder la section 3.6. 3.6, ça porte sur les battements. Dans l'équation précédente, l'exemple précédent, excusez, on avait la même fréquence. Qu'arrive-t-il si on additionne deux fréquences, deux ondes ayant des fréquences légèrement différentes? Ici, vous regarderez l'exemple, on a transformé les sinus en cosinus en rajoutant une phase de pi sur 2, mais ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'en appliquant notre identité trigonométrique, ce qu'on trouve, c'est une onde à la fréquence moyenne des deux fréquences, modulée en amplitude par une onde dont la fréquence est la différence des deux autres. Alors, si vous regardez ici, ce qu'on obtient, c'est des molécules qui oscillent très rapidement à la fréquence moyenne, mais l'amplitude, elle, est modulée à très basse fréquence. Cette modulation-là correspond à la différence entre les fréquences. Ce qu'on appelle la fréquence du battement, c'est cette fréquence de modulation-là. Il s'agit de quelque chose qu'on utilise énormément, non pas seulement en acoustique et en ultrasonique et en musique, mais également dans toute l'électronique par laquelle on va, à partir du mélange de certaines ondes, produire des ondes d'une autre fréquence. Pour ceux qui resteront en électronique, vous allez voir qu'on utilise très très souvent ces modulations-là pour produire de nouvelles fréquences. Ici, on donne souvent l'exemple très intéressant par lequel on peut, par exemple, accorder des instruments de musique, un piano ou une guitare, au moyen en appliquant cette question du battement. On va utiliser un diapason qui sera, un diapason, c'est un objet métallique conçu avec une géométrie et en utilisant un matériau tel qu'on sait exactement à quelle fréquence il va vibrer. C'est une onde, c'est une résonance à cette fréquence-là. On va utiliser un diapason qui est fait pour vibrer à une fréquence caractéristique, un Do ou un La, et on va l'approcher de la corde qu'il faut ajuster. En faisant vibrer le diapason, celui-ci, et on fait vibrer la corde, et s'il y a une différence entre la fréquence de la corde et celle du diapason, on observera ce genre de modulation-là à une basse fréquence. Donc, l'intensité, au lieu d'être uniforme, subira une modulation. Je vais chanter pour vous. Donc, on verra l'intensité du signal être modulée à basse fréquence. On ajustera alors au moyen de la tension dans la corde. Rappelez-vous que la fréquence est reliée à la vitesse et la vitesse est reliée à la racine carrée de la tension sur la densité linéaire. Alors, en ajustant la tension dans la corde, on arrivera au moment où cette fréquence de modulation-là aura disparu. Alors, c'est une des applications du battement, mais je répète qu'il y a des applications
extrêmement importante en électronique RF. On va retourner à la diapo. On va maintenant regarder une autre application des interférences entre les ondes. On a déjà parlé de la théorie des ondes stationnaires sur des cordes. Quand la corde était fixée aux deux extrémités, on a vu qu'il y avait certains modes qui allaient devenir possibles. Ici, si on regarde des ondes sonores, donc dans des instruments à vent, si on imaginait un instrument à vent comme un tuyau qui serait fermé aux deux extrémités, dans lequel on réussirait à lancer une onde sonore, une onde de pression, ben, aux extrémités, les molécules de l'air ne sont pas libres de bouger. Pas libres de bouger ici, c'est fermé aux deux extrémités. Donc, on aurait un nœud de déplacement. Les molécules ne peuvent pas se déplacer parce que le mur est là. Et on aurait, de la même façon que pour les cordes, on aurait différents modes possibles, les modes 1, 2, 3, toutes les harmoniques. Si au contraire, on avait un instrument à vent, exemple, un tuyau d'orgue qui soit ouvert aux deux extrémités, eh bien, aux extrémités, les molécules sont tout à fait libres de se déplacer. On aurait alors un ventre de déplacement, un maximum de déplacement. Or, vous voyez ici qu'on a encore une demi-longueur d'onde, sauf que le zéro se trouve être au centre plutôt qu'aux extrémités comme on avait là. On a ici, donc, encore une fois, lambda 1 égale 2L. Pour le deuxième mode, on doit encore avoir un un ventre de déplacement aux extrémités, et on voit ce qui s'additionne. On retrouve ici la même fréquence, la même formule pour les modes possibles, que ce soit ceux pour le tuyau fermé ou une corde attachée aux deux extrémités, ou le tuyau ouvert aux deux extrémités. Tous les modes sont permis. Ici, on a une demi-longueur d'onde, une pleine longueur d'onde, une longueur d'onde et demie. Dans le cas où on aurait un tuyau fermé à une extrémité et ouvert à l'autre, on a une situation différente. On doit avoir un ventre de déplacement ici et un nœud ici. Alors, vous voyez que le premier mode possible correspond seulement à un quart de longueur d'onde. Le deuxième mode possible correspond à 3/4 de longueur d'onde, le troisième à 5/4 de longueur d'onde. Et on voit ici que seuls les modes impairs sont possibles. Les modes 1, longueur 3, qui serait l'équivalent du 3 ici, et le mode 5, qui serait l'équivalent du 5e dans ce cas-là. Or, c'est la différence et vous devez être en mesure de discuter de ça dans un examen. Pourquoi ici on n'aurait que les modes impairs? Qu'est-ce qui fait qu'ici on a seulement des ventres de déplacement, ici un nœud et des nœuds de déplacement aux deux extrémités? Alors, ceci complète la présente capsule. On se reverra pour une prochaine capsule et bonne étude.